Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Voici nos 3 invités du jour. Première entrevue avec Hubert Maréchal. Nous le retrouverons à Ushuaia où il est bloqué sur son voilier en attendant la réouverture des frontières. Deuxième entretien avec Alessandra Santopadre. Elle est responsable d'un centre d'accueil pour migrants dans l'archidiocèse de Montréal. Et enfin, troisième et dernière interview avec l'abbé Gaëtan Matteau, curé de l'unité pastorale de Fabreville dans l'archidiocèse de Montréal. On écoute leur témoignage. Bonjour Hubert, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Tu es marin, on te voit sur ton bateau, tu es propriétaire de ce voilier à bord duquel tu es parti de France il y a maintenant à peu près 1 an. Et te voilà aujourd'hui coincé en terre de feu à Ushuaia, tout à fait au sud de l'Argentine, à cause de la pandémie de coronavirus. D'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quel était le projet initial? C'était moins un projet qu'un rêve. Vraiment, voilà, ça fait très longtemps qu'on en parlait, moi et un ami, Nicolas, avec qui on a acheté ce bateau à la suite de lecture d'enfants, d'adolescents, de Moitessier, de Tabarly, de grands marins qui nous ont inspiré en fait une envie de voyage. Et puis après, au fur et à mesure qu'on a grandi, qu'on a vieilli, on a de plus en plus rêvé de ce coin-là particulièrement, de la Patagonie, de la Terre de Feu, de cette rencontre entre la cordillère des Andes et les mers australes. Donc le rêve, c'était de venir ici. Et quel a été le trajet justement? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors, on a fait un trajet assez classique finalement. Donc on est parti de France, près de Marseille, dans la Méditerranée. On est passé par les Baléares. Donc là, après, on a fait un peu de cabotage sur la côte espagnole. Le passage par le Gibraltar avec la visite du Rocher qui est assez impressionnant. Puis on a longé les côtes du Maroc en s'arrêtant à Rabat et à Agadir. Ensuite, on allait visiter l'archipel des Canaries, dans lequel on a eu l'occasion de finir les préparations du bateau. Ensuite, on a visité l'archipel du Cap-Vert. C'était magnifique aussi, vraiment très sauvage, une nature et des gens super accueillants, très chaleureux. Puis après, il y a eu la transatlantique, donc traverser l'océan, qui nous a pris un peu moins de 20 jours, 18 jours, et l'arrivée au Brésil. Et donc là, c'était c'est une des premières belles étapes, une belle réussite. Et c'était en plus, vous arrivez sur le nord-est du Brésil, c'est les plages, c'est une ambiance extrêmement chaleureuse, des gens extrêmement sympathiques. Après, on arrive en Uruguay et puis on est allé ensuite on est passé en Argentine. Donc là, c'est vraiment la rentrée dans les choses sérieuses. Et après, voilà, on est arrivé donc on longe l'Argentine jusqu'à l'île des États, qui marque le coin dans lequel vous passez et vous tournez vers l'ouest, vers Ushuaia. Et comme tout le monde, vous avez été frappé de plein fouet par cette pandémie de coronavirus. Comment est-ce que vous avez compris que vous deviez rester vous aussi confiné ici à Ushuaia, et quelle a été à ce moment-là votre réaction? L'annonce de la nouvelle, nous on l'a vraiment pris de plein fouet, presque plus que le monde entier, parce que on est parti dans les glaciers, donc dans toute la partie c'est un parc naturel, le parc Darwin, qui est coupé donc du monde, sans internet, sans téléphonie, sans aucune nouvelle pendant 15 jours. Et ça, c'était début mars. Et donc les 15 jours de montée en puissance où le virus, la pandémie commençait, nous on était complètement isolés. Et c'est vraiment juste en arrivant, en retournant ici à Ushuaia, où on pensait juste faire un petit arrêt, remplir l'eau, remplir l'essence et remplir les provisions et repartir dans cette nature. On pensait juste faire ça sur un jour ou deux. Et le confinement a pris de court, c'est-à-dire que je suis allé le lendemain de notre arrivée, je suis allé à la préfecture pour faire les déclarations d'arrivée, la mise en douane, etc. Et on m'a dit, en fait, vous n'allez pas partir. Et on avait vu des nouvelles, mais il y avait pas, le confinement n'était pas encore annoncé ni en Europe ni ici. Et par contre, ils ont fermé les frontières vraiment moins de 24 heures après notre arrivée. Ouais. Vous êtes sur un bateau qui fait 40 pieds. Vous allez nous dire combien de personnes sont à bord de ce bateau et comment se passe dans un endroit aussi restreint le confinement pour vous?
Alors, donc 40 pieds, ça fait un tout petit peu plus de 12 mètres pour la conversion. Donc nous, on a un bateau aussi, on a un peu de chance, il est un peu large, il fait 4 mètres de large, donc on a un peu d'espace par rapport à un bateau classique. On est actuellement deux sur le bateau, moi et l'autre propriétaire, Nicolas. Alors, j'ai presque envie de dire, nous, on a de la chance par rapport au reste du monde, c'est que le confinement, on l'a choisi il y a un an. Ça fait un an qu'on est confiné dans ce bateau-là, donc entre guillemets, la période d'adaptation à pas d'intimité, à pas d'espace, voilà, on l'a déjà passé. Je dis pas que ça a été facile, mais en tout cas maintenant, avec Nicolas, on est très organisé, on a chacun notre espace, on sait très bien respecter l'intimité, se donner du temps, partager les tâches ménagères, enfin comme toute colocation ou couple possible, même si on n'est pas en couple, hein, mais voilà, on a appris à vivre ensemble depuis un an, donc ce qui fait que le confinement, en tout cas d'un point de vue de la vie au jour le jour, c'est business as usual. Ouais. Par contre, voilà, par rapport à ce qui est très difficile à vivre, c'est que un bateau, c'est pas fait pour rester dans un port. Encore plus quand vous avez, voilà, Nicolas et moi, on a quitté notre travail pour prendre un an et demi de vacances. Notre envie, c'était de naviguer, c'était pas de rester dans un port. Donc voilà, on a les fourmis dans les jambes et on trépigne d'impatience, mais je pense que c'est le cas de beaucoup de gens. Ouais. Tout autour de la planète. Comment est-ce que vous parvenez à occuper quotidiennement vos journées? Ouais, ça dépend. Il y a voilà. J'aimerais dire qu'on fait tous les jours du sport, qu'on a des activités très productives, pardon, enfin, qu'on travaille tous les jours. Il se trouve que parfois, assez régulièrement, on arrive à faire un peu d'exercice sur le ponton. Assez régulièrement, pareil. On a des petits trucs à réparer sur le bateau. On s'est lancé dans un grand chantier de remplacer toutes les ampoules du bateau par des LED pour baisser la consommation électrique et améliorer améliorer la luminosité. Donc c'est des petits chantiers comme ça qui occupent assez rapidement, mais il y a quand même beaucoup de temps d'ennui. Après voilà, c'est de l'ennui, c'est de la lecture, ça nous permet de regarder des films. Heureusement, on a le Wi-Fi sur le bateau, donc on peut profiter d'appeler les proches, de profiter de Netflix, de tous les services comme ça, de regarder des documentaires sur la nature, c'est toujours instructif. Est-ce que vous avez une idée de la suite, de quand est-ce que se terminera ce confinement, quand est-ce que vous pourrez repartir? Non. En fait, le confinement en Argentine, il est prolongé de 2 semaines en 2 semaines. Donc ça fait maintenant, depuis le 15 mars, donc un mois et demi qu'il est prolongé de 2 semaines en 2 semaines. Là, juste samedi, ils ont replongé jusqu'au 10 mai. Donc on navigue un peu dans le flou, et ce qui nous inquiète beaucoup, c'est qu'ils ont interdit tous les vols commerciaux internationaux jusqu'au 1er septembre. Donc c'est mauvais signe pour une ouverture des frontières avec le Chili qui nous permettrait de bouger ou quoi que ce soit. Donc là, on est vraiment dans le flou et un peu dans le pessimisme de ça va durer longtemps. Ouais. Est-ce que pour terminer, Hubert, il y a une leçon humaine, peut-être vous en tant que marin, que vous pouvez tirer jusqu'à présent de cette expérience? Il y a une leçon, je sais pas, mais en tout cas, en tant que marin, on est toujours très très humble et par rapport à la nature, par rapport aux éléments, voilà, parce que finalement en mer vous pouvez pas tricher, et si vous croyez plus fort que la mer, ça peut passer 9 fois, mais peut-être que la 10e ça passera pas. Et en fait, voilà, je pense comme tout le monde, personne s'y attendait à une crise comme ça, à une telle fragilité de notre société par rapport à finalement quelque chose de naturel, un virus tout simple. Enfin, tout simple. Je sais pas la complexité du virus, mais non, moi je pense que vraiment ça met en lumière la fragilité de nos sociétés, de notre économique et occidentale face à la nature qui était là avant nous et qui sera
sera probablement là après nous aussi. Alessandra Santopadre, vous êtes adjointe à la direction du bureau pour les communautés culturelles à l'archidiocèse de Montréal, mais vous êtes également, vous chapeautez, vous êtes également la fondation d'une maison toute spéciale qui s'appelle Le Pont. Alors justement, j'aimerais qu'on parle de la mission dans laquelle vous êtes pleinement engagé de cette maison Le Pont. Quelle est la mission de la maison Le Pont? Alors, Le Pont est né il y a presque 2 ans et demi maintenant et est né comme une maison d'accueil pour les demandeuses d'asile, surtout femmes avec enfants ou familles. Et ça, c'est dû à la grande arrivée de demandeurs d'asile à la frontière sur le chemin Roxham. Alors, ça fait 2 ans et demi qu'on a ouvert cette maison grâce à l'archevêché, en presbytère vide à Notre-Dame-des-Victoires. Et maintenant, on a la possibilité d'héberger, quand on est à pleine capacité, entre 30 et 35 personnes. Nous, on les accueille pendant 1 mois et demi, après qu'ils sortent de l'organisme Praida. Et pendant ces périodes, on essaie de terminer tous les documents, les papiers, de trouver un logement, de loyer le logement, de les meubler, d'inscrire les enfants à l'école. C'est vraiment un organisme pour l'accueil des personnes les plus vulnérables. Dites-nous, depuis le début de cette crise du COVID-19, comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que vous avez dû modifier vos activités? Dites-nous comment ça se passe le confinement à la maison Le Pont. Mais on a dû changer beaucoup de notre habitude quotidienne. Et bien, première chose, tous nos bénévoles, les stagiaires ont quitté tout de suite quand le confinement est arrivé. Alors, on s'est retrouvés, moi et Arthur, qui est les gérants du projet. Et on a surtout essayé de rassurer les familles qui sont chez nous maintenant. On a 8 familles, à peu près 23 personnes avec les enfants et des adolescents. Et on a expliqué ce qui arrive autour du monde, ce qui arrive aussi à Montréal. Alors, comme tout le monde, on a essayé de mettre des règles claires avec les personnes qui sont dans notre maison. Pas des sorties, de tout bien nettoyer, de se désinfecter. Et moi et Arthur, on a pris la charge d'aller chercher la nourriture dans la banque alimentaire chaque semaine pour eux. Comme ça, eux, ils peuvent rester à la maison. C'est nous qu'on va à chercher la nourriture. On arrive à la maison et on fait la distribution. On a aussi beaucoup de paroisses, surtout la paroisse de l'Amour divin italienne à Laval avec le Père Pierangelo et ses amis que chaque semaine, ils nous donnent du lait, du riz, du poulet et de l'huile, des œufs, qui sont vraiment la nourriture basique pour ces familles qui viennent tout de l'Afrique. Et nous, on fait la distribution. Alors, les familles dans la maison, ils se portent vraiment très bien. Ils sont très attentifs, très consciencieux, très collaboratifs. On a les problèmes maintenant qu'ils ne peuvent pas aller chercher les logements. Alors, ils sont confinés comme tout le monde. Et bien sûr que pour eux, c'est un problème parce que après il faut recommencer à faire toute la démarche. Mais nous, on l'a rassuré qu'il peut rester avec nous jusqu'à quand les confinements s'est enlevé et on recommence les activités normales. On a des personnes très vulnérables. On a une personne malade qui est sortie de l'hôpital en ce moment. Alors a besoin continuellement d'une aide médicaux. Des aides médicaux, ils viennent des travailleurs sociaux pour faire la visite, soigner la madame. On a 2 couples de jeunes mineurs, 2 frères et 2 sœurs. Ça, c'est nouveau aussi pour nous parce que nous, on ne prend pas des mineurs pas accompagnés, mais on était la seule maison ouverte à les accueillir. Alors, on a un peu changé aussi cette règle et on a accueilli ces 4 frères adolescents. Et on a des bébés et on a des familles. On a une maman, une madame qui est sortie du centre de détention de Laval après 45 jours et on l'a pris au pont. Alors on a aussi des problèmes, pas seulement d'isolement et de distanciation sociale, que tout le monde souffre de ça, mais on a des traumas à niveau psychologique
qu'il faut aussi prendre soin. Alors, on est là avec Arthur pour les écouter, pour les accompagner. Et chaque lundi, on fait la réunion de la maison pour voir que tout va bien. On est en contact avec des besoins particuliers, spécifiques, et on essaie de les soutenir. Mais la vulnérabilité dans ces moments-là est très claire, est très évident, et on laisse pas. Et on a aussi beaucoup d'aide de l'extérieur, des personnes qui vraiment ils nous sont proches. Justement, puisque vous êtes proches, vous développez des liens avec toutes ces familles qui transitent d'une manière plus permanente à l'heure actuelle, mais qui transitent habituellement par la maison. Dites-nous comment, j'imagine que vous avez encore des contacts avec toutes les familles qui se sont établies un peu partout. Comment est-ce qu'ils vivent ça, eux, ces premiers arrivants, mais qui sont quand même maintenant établis en appartement ou dans des maisons? Dites-nous, quel est le pouls de la situation pour ces personnes? Alors, nous, on a toutes les familles dans une chat de WhatsApp avec les cellulaires du pont, et nous écrivent tout le temps. Mais à Pâques, les samedis saints, on a reçu 45 grands œufs de Pâques de chocolat. Et avec Arthur, on est allé visiter une vingtaine de familles dans leur maison pour donner les œufs de chocolat aux enfants. Mais on avait respecté les règles. Nous, on restait dans la voiture, mais eux, ils descendaient dans la rue, et on a eu la possibilité de les saluer, de voir comment ils vont. Bien sûr que plusieurs, ils n'ont plus de travail. On travaille déjà très précaire. Plusieurs, ils vivent encore avec l'aide sociale, les banques alimentaires sont fermées, et alors ça devient très difficile. En plus, les confinements pour les enfants, ils avaient commencé à aller à l'école, à créer des liens, des socialisations avec des adolescents ou des autres enfants, et maintenant ils se retrouvent à la maison seuls. Et ça coupait vraiment pour eux en ressources pour s'en sortir. Alors, ils sont devenus très vulnérables. Nous, on essaye, avec la visite qu'on a fait, on a essayé de les rassurer, d'être là pour eux aussi s'ils sont loin, s'ils sont sortis de la maison, ils nous écrivent. Il y a quelqu'un qui a encore des problèmes de nourriture. Alors, avec tous les dons qu'on reçoit, on essaie de préparer aussi des paniers de nourriture pour eux, et on fait la livraison à la maison. Et pour la suite, là, on ne sait pas encore quand se terminera ce confinement, mais on sait que les mesures de distanciation sociale, par exemple, seront maintenues pour un laps de temps plus grand que le confinement strict. Comment est-ce que vous voyez un peu l'avenir, et peut-être qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à la maison Le Pont? Bien sûr que tout de suite que le confinement strict du gouvernement est enlevé, nous, on va commencer à recevoir de nouvelles familles, parce qu'on est encore en petite place, bien sûr, avec tous les règles et tous les respects, et on essaie de reprendre nos activités naturelles. On va pas faire encore des cours de francisation comme on faisait, tout ça, mais on va les aider à trouver tout de suite les logements le plus vite possible, parce qu'ils puissent s'installer dans leur nouvelle maison. Pour le moment, nous aussi, on commencera les choses un peu régulièrement. On espère d'avoir la bénévole Diane et Pierre qu'ils pourront retourner au moins une fois par semaine, surtout pour la distribution des vêtements. Ils ont été ils sont très utiles pour nous, sont une grande ressource, et on espère de les revoir bientôt avec nous. On a fait déjà une demande pour des stagiaires d'emploi d'été avec le gouvernement. Et on espère on a de bonnes nouvelles aussi, d'avoir le financement pour avoir 2 stagiaires payés pendant l'été. Alors, bien sûr qu'on va recommencer petit, mais on veut continuer à accueillir, on veut continuer de vivre vraiment les 4 verbes du pape François: accueillir, protéger, promouvoir et intégrer, aussi dans un moment si difficile. Bonjour Monsieur l'abbé Gaëtan Matteau, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes curé de l'unité pastorale de Fabreville. Première question d'abord pour commencer, comment se passe votre confinement? Je pense que comme pour toutes les personnes du monde, c'est pas une situation qui est facile à vivre, c'est une situation qui est lourde, qui devient pénible de plus en plus parce que la solitude devient plus lourde. Par contre, j'ai la chance d'avoir quand même de l'occupation, de la lecture. J'ai aussi le privilège d'être à côté de mon église.
je peux accéder par un corridor intérieur. Alors, c'est une chance que j'ai que d'autres personnes n'ont pas. Alors, je peux aller me recueillir dans l'église, prier, méditer. Et c'est un grand avantage pour moi. Ouais. Malgré que les églises soient fermées, malgré la distanciation sociale et le confinement, est-ce que vous parvenez malgré tout à rester en contact avec vos fidèles, vos paroissiens? Oui, la première chose que j'ai commencé à mettre sur pied, c'est que j'ai sorti toutes les listes de mes paroissiens enregistrés avec leur nom, leur numéro de téléphone, ce qui représente environ 1200 noms à peu près. Alors, à tous les jours, je prends une série de noms et j'appelle mes paroissiens. Je commence par Saint-Léopold, ensuite j'alterne avec Saint-Ferdinand, ensuite Saint-Léopold, vice-versa. Et à chaque fois que j'appelle un paroissien, la première réaction, c'est qu'il est surpris de voir que le curé l'appelle, personnellement. Et je me dis, des fois, ça va prendre une minute et demie, la conversation. Mais c'est rare que ça dépasse pas 15 minutes, 20 minutes, parce que les gens ont besoin de se raconter, les gens ont besoin de dire ce qu'ils vivent, les gens ont besoin de parler, de se confier. Alors, c'est une autre façon que j'ai trouvé de rejoindre mes paroissiens et de garder un lien totalement différent avec eux que je n'avais pas avant, nécessairement. Et en plus de ça, ben, grâce justement à M. Joannette, qui est diacre permanent ici à la paroisse, qui est beaucoup plus fort que moi en technologie et en audiovisuel, on a commencé à diffuser à partir du Jeudi Saint les messes et les offices à la télévision, surtout les messes dominicales. Alors régulièrement au courant de la semaine, je reçois des messages de paroissiens qui me disent merci, qui sont heureux. On a de plus en plus de personnes qui vont visionner le site et qui se présentent soit en direct ou soit en différé pour aller écouter la messe dominicale. Alors, c'est une autre façon de rejoindre les paroissiens. Et dans le diocèse de Montréal, on parle beaucoup d'aller dans les périphéries. Alors, de ce temps-là, tout ce que j'ai à faire, c'est d'aller me promener l'après-midi quand il fait beau, puis circuler sur la rue. Et je rencontre des gens. On prend le temps de se saluer, on prend le temps de se parler, on prend le temps d'échanger ensemble, on se raconte. Alors, je trouve que c'est une autre façon de faire du ministère, mais qui est, comment je dirais, ça change totalement l'optique du ministère qu'on avait avant. Il faut être, je pense, créatif et imaginatif pour essayer de garder le lien, de garder le contact avec nos gens. Et justement, qu'est-ce que vous dites ces gens-là, les gens que vous rencontrez soit dans la rue, soit vos paroissiens que vous avez au téléphone? Est-ce qu'ils gardent espoir ou est-ce que vous devez les rassurer? Est-ce que vous avez des témoignages à raconter? Je dois vous avouer que la majorité me disent qu'ils sont tannés, fatigués d'être confinés, surtout de ne pas voir leurs enfants, leurs petits-enfants. Je pense que pour les grands-parents, c'est la plus grande des douleurs, la plus grande des souffrances. Mais oui, les gens se racontent, mais par contre, les gens sont... comment je dirais, mais sont encouragés à suivre les directives du ministère de la Santé parce qu'ils veulent que ça finisse, ils veulent que ça se termine. Et les gens sont quand même remplis d'espérance, remplis de confiance dans la situation et dans l'avenir. Et je pense que les gens font énormément confiance aux autorités sanitaires. Ouais. Est-ce que vous voyez un sens spirituel ou est-ce que vous pourriez nous donner le sens spirituel que vous voyez à ces temps difficiles que nous vivons tous aujourd'hui? Je pense que le sens spirituel qui est le plus grand dans ça, c'est l'espérance. L'espérance chrétienne parce que les gens savent, ceux qui ont la foi puis qui la pratiquent, savent qu'ils ne sont pas seuls. Il y a quelqu'un qui les accompagne. Et ce que j'entends souvent dire de tout ça, c'est que il va sortir du bien de ça, il va sortir du bon de ça, de ce qu'on vit. C'est une expérience qui est pénible à vivre pour les gens. C'est un carême qui ne se termine pas parce qu'on est, malgré le fait qu'on a passé la résurrection, on jurerait qu'on est encore en plein carême. Mais les gens sont remplis d'espérance et ils gardent la foi, ils prient beaucoup. Via les messes télévisées qui sont diffusées grâce à Ciel et Lumière que vous avez débrouillées. Les gens participent à des réunions de prière virtuelles. Je trouve qu'il y a plein d'espérance et les gens ne sont pas, comment je dirais ça, ne se sentent pas laissés à eux seuls, mais ils savent que Dieu est avec eux. Mmh. Vous êtes plutôt optimiste donc concernant l'après-pandémie? Quelle est votre vision? Oui, je suis optimiste. Malgré que je vous dirais, vous savez, une des grandes facultés de la mémoire, c'est d'oublier. Et j'espère qu'après la pandémie,
les mémoires individuelles et la mémoire collective n'oubliera pas. N'oubliera pas parce que si on pense à ce qui se vit présentement dans les institutions pour personnes âgées, que ce soit les CHSLD ou les résidences pour aînés, depuis longtemps, il y a des situations problématiques dans ces institutions et on voit aujourd'hui, en temps de pandémie, ce que ça peut donner de dramatique et de tragique pour toutes les personnes âgées qui sont dans ces milieux. Alors j'espère qu'après la pandémie, on va se souvenir et qu'on va prendre des actions pour être capable et être en mesure de donner la qualité de vie, la sécurité et la dignité auxquelles les personnes âgées ont droit en résidence, que ce soit à domicile ou que ce soit surtout dans les institutions gouvernementales ou privées. Également, j'espère qu'on n'oubliera pas non plus cet esprit de fraternité, de solidarité et de partage qu'on retrouve partout maintenant, où les gens vont aider un voisin, un autre voisin, les enfants aident leurs parents, la fraternité qu'on rencontre chez les gens dans la rue, où on prend le temps de se saluer, ce qui était très rare avant. Alors j'espère que cet esprit de solidarité, de fraternité et de partage va rester et qu'on va le conserver longtemps après la pandémie. Espérons-le. J'espère aussi, si vous me permettez, j'ai une espérance, c'est peut-être un petit peu utopique, mais le premier ministre Legault, il y a quelques semaines, a fermé les épiceries dimanche pour donner la chance aux gens de se reposer. Ben, le rêve que j'ai, c'est que peut-être on pourrait en arriver à fermer tous les commerces le dimanche pour donner le temps aux familles de vivre une journée particulière en famille. Oui, revenir sur le jour du Seigneur, mais surtout participer, vivre une vie familiale sans se courir à droite, à gauche, parce qu'on n'a pas eu le temps de faire les choses la semaine. Alors j'espère que cette vie de famille-là va rester aussi. Monsieur l'abbé, est-ce que vous auriez des conseils à donner à ceux et celles qui vous regardent, à vos paroissiens qui commencent sérieusement à s'ennuyer à la maison et qui peut-être commencent à perdre espoir? Malgré cet ennui, cette solitude qui est pénible à vivre, le premier conseil que je donne, c'est continuer de suivre les directives du département de la santé. Je pense qu'il faut être prudent, il faut être vigilant si on veut d'abord que la pandémie, on arrive à passer par-dessus. L'autre chose, je pense que c'est pas tous les paroissiens ou toutes les personnes qui sont peut-être habiles avec FaceTime, Zoom ou les moyens de communication par Internet, mais ceux qui sont capables, je pense que c'est un bon moyen de voir ceux qu'on aime, de se rapprocher de ceux qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Et l'autre conseil que je pourrais donner, qui peut occuper les gens et qui peut faire plaisir, c'est présentement, on a le temps de téléphoner. Alors, téléphonons à des gens qu'on connaît, peut-être qu'on n'a pas parlé depuis longtemps, des gens qu'on sait seuls à la maison, prendre le temps d'appeler des cousins, des cousines, prendre le temps de jaser et d'être présent pour l'autre. Je pense qu'en temps de pandémie, on le voit dans la solidarité présentement dans la population, il y a beaucoup de solidarité. C'est une autre façon d'être solidaire de ceux et celles qui sont seuls, qui s'ennuient. Et je pense, à mon avis, que ça allège beaucoup la solitude des personnes seules, mais aussi des personnes qui s'ennuient à la maison. Et naturellement, prier et continuer d'espérer, ne pas lâcher. Et moi, je rends grâce à Ciel et Lumière d'avoir débrouillé les ondes parce que ça donne la chance à plein de gens de voir les célébrations avec le pape, de voir les célébrations à la cathédrale Marie-Reine du Monde, d'avoir la messe quotidienne à tous les jours. Je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire que vous avez fait pour tous les gens du Québec. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette émission vous a plu. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet et sur notre page Facebook. Vous pouvez la partager et faire part de vos commentaires si vous le souhaitez. À très bientôt pour un prochain épisode.